Bonsoir. Au moins 23 migrants décédés dans un mouvement de foule à Melilla. C'est à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Que s'est-il passé? Comment l'Afrique et le reste du monde réagissent à cet énième drame de l'immigration? Nous en parlerons en début d'émission dans le petit débat. Nous recevrons ensuite un ancien ministre, Kaé Éric Victor. Il était ministre du Commerce. Il est désormais président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD. Avec lui, nous évoquerons l'actualité sociopolitique et la place de son parti sur la scène politique nationale. Vous le savez, dans cette émission, analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk. Et bienvenue. Les amis, je suis avec vous. Enfin, je vais commencer par une petite blague. Il a fallu que l'Africa soit complètement sortie du lot pour qu'on ne retrouve plus notre oyé national. Ça, c'est une estocade à Brissano ce soir. L'Africa n'est plus là pour participer à la première division. C'est à ce moment-là que choisit notre très cher Brissano, à qui on fait un gros bisou, qui est souffrant. Oui. On espère qu'il va nous retrouver très très vite. Je voudrais quand même vous présenter un chiffre, les amis. 730 jours. Je rajoute même un jour là-dessus. Ça vous évoque quoi? Les 2 ans du Live Talk, 365 jours fois 2, imaginez. C'est génial que pendant 731 jours, on ait comme ça permis à des Ivoiriens de découvrir quelque chose de résolument différent. C'est vrai. Ce sont des débats une révolution sur l'espace médiatique ivoirien, l'espace audiovisuel. Échange. On parle de notre Côte d'Ivoire, on l'aime foncièrement. Parfois, on va un peu fort. Sans filtre. D'autres fois, on démontre simplement qu'elle mérite d'avoir des personnes à son service. Et parfois aussi, on se dit, mais non, on n'est pas content de tout cela. Et on l'a vécu sur cette chaîne. C'est une magnifique aventure depuis le début. Oui, vous êtes particulièrement marqué par ça depuis ces 731 jours. Ah oui, mais clairement, ce qui est d'autant plus beau, c'est de voir comment on s'est rapidement inséré dans le quotidien de la population ivoirienne et même d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi le temps de s'ouvrir à d'autres horizons. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on voit certaines personnes, on a l'impression que ces personnes nous connaissent déjà, se sont déjà appropriées ce qu'on fait. La télé me voit, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais me voit grandir. Donc c'est vrai que c'est une très très belle expérience pour nous et pour les Ivoiriens. Vous vous en êtes aussi bien rendu compte, c'était donc la vie de Rayana Hachi qui est avec nous, juste à côté, Toussaint Alain. Vous, quand même, vous êtes un personnage du monde des médias, de la télé, de la communication. Pour vous, quand même, Live TV, c'est quelque chose, je ne vais pas dire d'hors norme, mais on n'est pas loin de ça. Bien sûr. D'abord, le trait particulier de cette chaîne, c'est le pluralisme des opinions. Ouais. Voilà, et je pense d'ailleurs que la plupart des personnes, des personnalités, même des professionnels des médias, en Côte d'Ivoire et ailleurs, relèvent ce point particulier. Je pense que la chaîne a apporté, en tout cas, une dimension nouvelle à l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Merci Toussaint Alain. Edith Brou, vous quand même, je ne dirais pas une geek, mais très intéressée par le digital, la digital girl, très connue tout de suite comme ça, et vous vous retrouvez dans cette aventure de télé. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, est-ce que je suis légitime finalement à parler de tout hors de mon digital? Mais finalement, vous le réussissez bien, c'est moi qui le dis. Merci, ça fait plaisir à entendre, surtout que l'aventure audiovisuelle c'était inédit, pour moi, de certaine manière. Et parler de l'actualité aussi. C'est vrai que sur mes réseaux sociaux, j'en parle de temps en temps, j'exprime mes opinions à ma manière sur l'actualité. Mais là, devant des téléspectateurs, des millions de téléspectateurs, c'était un autre enjeu. C'était une autre aventure. Oui. Et je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai appris à redécouvrir mon pays différemment, à le connaître différemment, et je pense un peu mieux, et surtout à comprendre les Ivoiriens. Vous êtes né au Vanou, vous comprenez pourquoi je parlerai du Vanou, c'est à la lisière de l'océan, c'est à Port-Bouët. Et puis vous êtes à Korogo, quelque part à Tengrela, vous avez découvert Live TV, et nous avons permis
à la Côte d'Ivoire de vous découvrir. C'est ça, Live TV, au quartier, toutes ces émissions, ces grands moments Formidable. vécus sur cette chaîne. Succès. Merci à vous de tous les 4 points cardinaux de la Côte Et d'Ivoire. même en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous continuerons de vous aimer et vous aussi, moi je pense que vous allez continuer de choisir Live TV. Merci à tous. Nous allons entrer dans le vif du sujet de cette émission et vous le savez, c'est le petit débat. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler, les amis? Nous allons parler de quelque chose d'effroyable que nous avons vécu ce week-end. C'est bien sûr ce qui s'est passé autour de l'enclave espagnole au Maroc, Melilla, avec à cette frontière-là, le théâtre de bousculade. On a vu ces migrants désespérés. Quand on parle de migrants, ça me dérange un peu, mais ces Africains désespérés qui, comme ça, couraient à la recherche de quelque chose et finalement qui se sont fracassés sur une clôture. Et est-ce que très rapidement, de votre regard, vous pouvez revenir sur ce que vous avez vu, les images? Parce que là, pour le coup, je voudrais que vous commentiez vous-même ces images-là qui vous sont restées dans la tête, Edith Brou. C'est un choc. C'est un choc de voir ces corps-là étalés. On a l'impression de revivre les images. J'ai parlé, je l'ai comparé même en off à une sorte d'holocauste, parce que voir des corps sur la place, des cadavres joncher ce sol et des Africains, c'est horrible. C'est inhumain de voir ça. Et au-delà de tout, ça montre certainement qu'il y a eu, au-delà de la bousculade, ça montre certainement qu'il y a eu aussi un usage disproportionné de la force. C'est ce qu'évoque Toussaint Alain, beaucoup d'organisations, donc des droits de l'homme. Mais comme qu'on médite, je ne vais pas vous dire de fermer les yeux, mais de revoir comme ça qu'en 2022, on peut se retrouver avec des personnes désespérées et ne pas les secourir d'une certaine façon. Comment vous avez vécu ça, Toussaint Alain? Écoutez, c'est forcément un choc, parce qu'il s'agit là de crimes de masse, et de crimes de masse d'individus. Je pense que vous allez un peu trop fort, on demande une enquête. Oui, mais là, quand il y a autant de victimes, c'est forcément massif. Ouais. Et le choc, c'est qu'il s'agit quand même de ressortissants d'Afrique subsaharienne. Et ce drame se déroule en terre africaine, au Maroc, même si c'est dans l'enclave de Ceuta et Melilla, mais toujours est-il que c'est un territoire qui est sur le continent africain. Une fois encore, les Africains noirs sont victimes de violences de la part de pays d'Afrique du Nord qui ne supportent pas qu'ils soient là-bas, alors que la plupart de ces personnes sont rentrées légalement au Maroc. Maintenant, elles veulent aller de l'autre côté en Espagne, mais je pense que utiliser la force comme cela a été fait n'est pas du tout raisonnable. Et juste pour ajouter, on voit sur les images qu'il y a des personnes qui bougent encore dans les vidéos. On voit qu'il y a des personnes... Et qui reçoivent des coups, qui reçoivent des coups des forces de l'ordre. Des personnes qui bougent encore, vous le voyez dans la vidéo, qui n'ont pas d'assistance, qui ne sont pas assistées. Et c'est ce qui a fait augmenter le nombre des morts de cette tragédie. Pendant que les autorités parlent de 23 morts, les organisations parlent de 38. Les organisations des droits de l'homme parlent de plus de morts, donc de 38. On reste sur le choc des images avec la réaction de Rayana. Vous dites quoi? Alors, moi déjà, quand je découvre petit à petit la nouvelle, parce que c'est monté crescendo dans mon esprit, c'est que je tombe d'abord sur des publications donc avec les différents chiffres, et je suis alertée par déjà le fameux chiffre 23 qui a circulé. Donc je me dis, bon, c'est vrai qu'on a eu tendance à entendre parler de différentes migrations un peu clandestines, etc. Mais avec ces chiffres-là, je m'alerte un tout petit peu. Mais là où je vais complètement moralement m'effondrer, c'est quand je vais tomber sur cette vidéo où on est carrément en train de lancer un être humain, en train de le chicoter jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. On entend le bruit de la chicote contre les os. C'est assez fort comme vidéo. Sur certaines publications, on voit même la mention contenu sensible, pour vous dire à quel point c'est allé fort. Alors, ce qui va me choquer davantage, c'est qu'on se retrouve dans un pays africain avec des corps de sécurité africains qui sont en train de faire ça à des Africains. Et c'est ce qui est inacceptable. Je vais vous arrêter là-dessus. Est-ce que vous pensez que les choses auraient été différentes si on avait été dans un pays autre qu'africain? Obligatoirement. Autre qu'africain du Nord. Pourquoi vous le pensez? On se retrouve, on est à une époque où des députés, je parle de députés européens qui, sur des plateaux de télé, je parle de députés de Modem qui
a qualifié en février 2022 l'immigration ukrainienne, la migration ukrainienne, les migrants ukrainiens de migrants de qualité. Lorsqu'on parle de migrants de qualité, on parle de catégorisation de race. Des migrants qui sont utiles, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, ou ce genre de choses, c'est ce qu'on a entendu. Mais ça, donc, les Africains peuvent le tenir, ça non, ne ce m'étonne discours-là. pas de voir ce genre de carnage. Edith. Non, ça ne m'étonne pas de voir ce genre de choses se passer en 2022. À une époque où on est encore à demander des droits avec des slogans comme Black Lives Matter. D'accord. Ça ne m'étonne pas. Donc, les vies, on a l'impression que les vies africaines n'ont pas d'importance. Elles ne sont pas respectées. Tout ça, en restant sur on va dire la lancée d'Edith, enfin, ce discours-là qu'a pu tenir un député du MoDem, ça aurait pu être un discours tenu par des élus à l'Union africaine ou à la, je veux dire, à la CEDEAO, des choses comme ça. Donc moi, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas là face à un problème qui est beaucoup plus africain? Parce que c'est bien de parler du Maroc, parce que c'est là que ça se passe, mais le Maroc peut se sentir abandonné face à une crise de cette dimension. Non, je ne pense pas que le Maroc se sente abandonné. C'est plutôt lui qui refuse de se sentir africain, d'assumer son africanité. Parce que si ces migrants avaient été algériens ou tunisiens, c'est une hypothèse, je ne pense pas que l'usage de la force aurait été disproportionné à ce point-là. C'est parce qu'ils sont noirs qu'ils ont été massacrés et ils sont assurés d'une forme d'impunité. Parce que c'est une réalité aujourd'hui. Dans le Maghreb, dans les pays du Maghreb, les Africains sont maltraités, sont sous-estimés, sont démonétisés par les autorités de ces différents pays et a fortiori, se dire migrants, forcément, on est abandonné. Et en plus, il y a un véritable commerce des migrants. Lorsqu'on parle de cette zone, que ce soit les différentes enclaves marocaines, avec celle de l'Espagne et la Libye, on parle de commerce de migrants qui sont livrés à eux-mêmes. Edith, justement, il faut s'arrêter là-dessus. Et donc de traite des Noirs, tout simplement, c'est là que je voulais venir. On a entendu des diplomates parler, on a entendu des personnalités qui avaient rencontré justement les autorités marocaines, c'est de dire, d'accord, il y a sans doute une enquête qui va déterminer comment tout cela s'est passé pour que ces Africains noirs, parce que vous étiez dans le livre, il faut le préciser, se soient retrouvés dans ces situations, mais il y a une réalité, c'est que ces Africains-là font l'objet de commerce, et ça, il ne faut pas dédouaner ces trafiquants et ces réseaux-là, Rayana. Bien sûr. Alors, c'est quelque chose qui dure depuis des années déjà. On a déjà entendu parler de plusieurs conséquences de ce type de migration-là. D'abord, pour revenir sur mon sentiment premier vis-à-vis de cette situation, c'est que d'abord, moi, c'est vrai que je partage les responsabilités, on va dire à 70-30%. Donc, quand 70 je dis 60, pour qui, 30 pour qui 70 justement pour les Marocains et tous ceux qui ont été justement responsables de ce carnage, que je vais le nommer comme ça, mais 30% quand même pour ces différentes victimes, malheureusement. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années. Moi, je me rappelle, j'étais en deuxième année de licence, quand on a commencé à voir toutes ces vidéos sur la toile qui appelaient à sensibiliser les jeunes Africains contre leur volonté d'aller vers un Eldorado, une recherche de vie meilleure. J'ai vu, à la suite de cet incident, ou de ce carnage, comme je vais l'appeler encore, une cinquantaine donc, de migrants qui auraient manifesté, toujours à Melilla, pour dire nous essayons d'aller vers une vie meilleure, vers une vie où il y a moins de guerre et moins de pauvreté. Nous n'essayons pas de faire du mal à quelqu'un. Bon, ce n'est pas une excuse. On est quand même en 2022. J'estime qu'il y a eu assez de sensibilisation ou de campagne pour que la jeunesse africaine se rende compte quand même que sa vie, sa propre vie compte et pour qu'elle puisse avoir la responsabilité de sa propre vie. C'est là où j'accorde la responsabilité de ce carnage à 30% à ces migrants. Maintenant, une fois que j'ai fini de dire ça, une fois que j'ai fini de dire ça, vous allez pouvoir rebondir sur ce que dit Rayana. Donc, une fois que j'ai fini de dire ça, une fois que j'ai fini de dire ça, je vais venir m'aligner maintenant avec les propos d'Edith et d'Alain, sur lesquels, bien sûr, personne ne pourrait discuter. On est d'accord qu'il y a là une vraie entrave à ce qu'on appelle la dignité humaine. Quand on regarde la manière, le mépris avec lequel ces personnes sont tabassées, parce que je me permets de le dire, c'est quand même à la matraque que ces personnes sont tabassées, on entend le bruit des os, parce que moi c'est ce qui me choque davantage, c'est clair qu'il y a vraiment un appel à faire à cette responsabilité des autorités. Toussaint, on a entendu Rayana, apparemment vous n'êtes pas très d'accord avec elle sur tout ce qu'elle a dit, mais il y a une chose est sûre, elle n'a pas souligné le rôle, je veux revenir là-dessus,
des réseaux quand même qui sont très importants, qui exploitent une forme de misère. On peut accuser et même aussi de nos ces chefs personnes, d'État, mais nos il chefs faut d'État qu'on parle africains, nos justement, politiques publiques, il faut qu'on voilà, parle de ces il faut les réseaux parce pointer du doigt. que pour moi c'est important pour finir là-dessus, Alors, c'est que ces réseaux-là partent pas seuls juste du Maroc, partent aussi d'ailleurs, et c'est là où l'Union africaine peut avoir un rôle. Alors moi, je vais quand même aussi partager les responsabilités. Ces migrants n'ont pas choisi de se retrouver là parce qu'ils avaient envie de faire du tourisme. Ils ne sont pas allés en villégiature au Maroc. Ils fuient quoi? Ils fuient la misère, ils fuient la dictature, les régimes corrompus qui sont incapables de leur proposer un avenir meilleur. C'est ça la réalité. On ne se retrouve pas dans Par cette peu enclave plaisir, non. maroco-espagnole parce qu'on a envie de prendre un peu d'air. Il se trouve que depuis 60 ans, les pays africains ont été dans la capacité d'imaginer un avenir qui soit autre que celui du chômage. C'est ça la réalité. Quand vous avez des millions, voire des dizaines de millions de jeunes Africains sortis des universités, des grandes écoles, qui sont sans emploi, qui sont réduits à vendre comment on dit, être cabinistes, entre guillemets, à faire des petits Non, dans la jobs. la précarité de l'emploi. Mais bien sûr, oui, voilà, la C'est pour ça qu'on a précarité l'informel qui se voilà, de développe. l'emploi, etc. Alors ces jeunes-là se disent forcément que peut-être que l'Europe pourra leur offrir un meilleur avenir. Et pour corroborer le propos que vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu il y a 1 an et demi, 2 ans, un jeune Malien qui avait réussi à se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée. Et on lui demandait, mais pourquoi, au péril de sa vie, a-t-il pris le risque de cette traversée? Il a dit, je préfère mourir en mer que de demeurer pauvre et dans la misère au Mali. C'est quand même vous dire le niveau de désespoir que vivent ces millions de jeunes Africains. Donc, bien sûr, il y a les responsabilités. On pourrait leur demander, suite à la sensibilisation, de rester dans leurs pays respectifs. Et puis aux Marocains, ben, finalement, vous n'avez aucune responsabilité parce qu'ils n'avaient qu'à ne pas venir chez vous. Mais le fond du problème, c'est qu'on a dans les pays d'Afrique aussi des politiques qui n'incitent guère les jeunes à rester dans les différents territoires. Je suis d'accord Et en avec plus, ce on parle propos, mais de pays qui ne proposent pas des solutions il fortes. faut qu'on les désillusionne. Oui, non, non. En fait, Attention, je ne veux pas qu'on reste sur ce propos. On va permettre à Ariana de... En fait, je ne veux surtout pas qu'on reste Permettons à sur Ariana ce de propos. réagir. Il faut qu'on désillusionne cette jeunesse. Il faut qu'on lui fasse comprendre que c'est vrai, elle est dans des conditions difficiles, mais elle ne sera pas dans de meilleures conditions. Depuis que les migrations clandestines ont commencé, combien de jeunes ont... Non, mais si, attendez, laissons-la c'est pas finir. le sujet, mais ça fait partie du sujet. Ça fait partie du sujet. On a des vidéos où, dans ce même cas, il y a une vingtaine de jeunes qui ont réussi donc, à passer ces clôtures et qui sont en train de danser. Quel message est-ce que ça envoie? Très bien. On va vous entendre peux, là-dessus. Elle explique clairement la question de la responsabilité. Vous posez la question de la vie, mais la vie, elle est d'abord chère à ceux-mêmes qui sont concernés. Donc, quelque part, c'est une chose aussi qu'on puisse avoir. Je voudrais qu'on revienne très rapidement. On va revenir rapidement sur la question du Maroc. On le sait, le Maroc a d'énormes relations avec nos pays. C'est ce qu'on allait dire. Oui. Il faut qu'on aille là-dessus. Moi, j'ai du mal à comprendre que un pays notamment, qui vient en Afrique subsaharienne avec des intérêts énormes, des intérêts économiques énormes, puisse délibérément, comme on semble le penser, s'en prendre à ces malheureux pour le fait qu'ils soient noirs. Parce que c'est une chose que vous... Après, c'est culturel. Est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait entendre? Ça reste quand même, on va dire, des forces de l'ordre qui n'ont pas les bonnes méthodes. Voilà, on voit ici sur ces images, on voit déjà sur ces images totalement racistes, on voit ici ces images des forces de l'ordre qui entourent des corps. Il y a des corps, il y a des cadavres, mais il y a également des personnes qui ont besoin d'assistance, qui sont présentes, qui sont couchées. On voit certainement des ambulances peut-être autour de ce dispositif. Et on a l'impression que ces policiers-là empêchent peut-être ces ambulances ou ces secouristes de pouvoir le faire. L'Association marocaine des droits de l'homme l'a signifié. Il n'y a pas eu d'assistance aux blessés. Il n'y a pas eu d'assistance. Et c'est ce qui a fait augmenter le nombre de morts. Et en plus de ça, le lendemain, selon toujours l'Association marocaine des droits de l'homme, l'AMDH, la division de Nador, ils ont précisé que 21 tombes ont été creusées pour enterrer ces migrants morts le vendredi, sans enquête, sans autopsie, sans identification. Imaginez un parent qui souhaite récupérer le corps de son enfant ou de son époux. Comment il va faire alors qu'il n'y a eu aucune autopsie?
c'est du racisme. On le sait depuis de nombreuses années. Très bien. Malheureusement, les pays du Maghreb ne se considèrent pas africains, mais ils peuvent jouir de nos biais économiques, tout simplement. On vous a entendu là-dessus. Tout ça, Alain, pour vous qui êtes un observateur quand même très averti de ces situations, on a d'un côté les Marocains qui ont des intérêts dans nos pays, et puis on a de l'autre côté ce que d'aucuns appellent un deal, c'est-à-dire, on a entendu le Premier ministre espagnol qui devait se prononcer sur cet accord qui est de faire en sorte que les Marocains empêchent les migrants de passer. Est-ce que tout ça, ça ne met pas le Maroc dans une sorte de gros dilemme? Moi, j'allais même parler de schizophrénie, parce qu'on ne peut pas à la fois se dire africain, vouloir être membre de la CEDEAO, parce que le Maroc en avait fait la demande. Observateur, là, voilà, en ce et moment. maintenant observateur en ce moment, et en même temps vouloir être membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, le Maroc fait la police pour le compte de l'Espagne et de l'Union européenne. Bon, qu'elle fasse la police, mais au moins en respectant les droits de l'homme. Les droits de l'homme, voilà, tout simplement. je veux dire, on ne demande rien d'autre aux autorités de ce pays-là que nous respectons, de veiller à ce que les ressortissants africains, qui sont aussi des ressortissants marocains, parce que le Maroc se dit africain, soient quand même protégés. Voilà. Je veux dire, bien sûr qu'il y a les règles de l'immigration et autres, mais qu'est-ce qui les empêchait de traiter avec respect et sérieux considération, considération ces personnes qui tentaient de forcer Faut cet qu'on finisse enclave-là. sur ça. Il faut qu'on finisse sur ça très rapidement, le rôle de l'Union africaine. Parce que c'est bien beau. Bon, ça Macky dit- Sall C'est était- le rôle de l'Union africaine, c'est de Parlons- demander des comptes. Oui. De demander des comptes suite à cette Mais situation il a fait 3 jours après. catastrophique, de demander Il des était comptes occupé avec au Maroc. ses amis du G7. Voilà. Il était tout De content demander de des prendre le comptes au café avec Maroc, eux. de demander des comptes également à l'Espagne. C'est là où on doit voir Et de rester ferme. le Et de rester leadership ferme. de nos dirigeants. Arrêtons d'esquiver, de faire de la diplomatie comme on a vu chez certains de nos ambassadeurs, l'ambassadeur du Tchad, de la Côte d'Ivoire au Maroc. Oui. Oui, qui ont Arrêtons insulté les cette migrants, diplomatie ouais. parce qu'on parle de réciprocité. Très bien. Lorsqu'il s'agit de... Si on avait vécu une situation pareille à nos frontières, avec une population peut-être caucasienne, mais on aurait tout de suite eu Le monde entier. de monde entier à nos portes. Et donc, ça veut dire que les Africains eux-mêmes doivent être ceux-là même Se qui portent considérer, voilà, se d'abord porter, oui. leur propre responsabilité. Se préoccuper plus de l'Afrique Mais bien que sûr. des Ukrainiens, par exemple. Exactement. Très bien, donc là, je pense que c'est un point d'accord entre vous et moi. Les Africains, l'Union africaine, etc., doivent dirigeants déjà être les africains, oui. premiers à faire la guerre contre déjà les réseaux et puis permettre à des pays de ne pas Et puis, suffoquer face à juste ça. d'un point, On André, termine là-dessus. On rapidement, termine. rappeler quand même à nos frères Oui, et à nous, sœurs oui, du bien Maroc sûr. et amis du Maroc que quand on a autant d'intérêts économiques et financiers dans les pays d'Afrique, la raison commande quand même une autre attitude. Très bien. Ils sont présents dans la banque, dans les infrastructures, l'immobilier. etc., dans les médias, Oui. la télévision, la La radio, santé. la santé et autres. Donc quand même, je veux dire, la raison commande de regarder autrement les Africains d'Afrique Vous subsaharienne. faites bien de le préciser parce qu'aujourd'hui, l'Afrique qui marche, c'est une Afrique où Qui marche un à tête pays, haute, oui, oui. où un pays comme le Maroc ou comme la Côte d'Ivoire peut investir dans un autre. Et vice-versa. Et c'est cela qui va permettre justement non seulement aux États de mieux se porter, mais aux populations de Bien vivre sûr. un mieux-être. Et par rapport à cette crise, il est bon d'appeler les uns et les autres. Nous, on en débat, c'est le débat, mais il ne faut pas passer outre mesure ces émotions Oui, et bien sûr, s'adonner à dépassionner le quelques débat, actes oui. qui pourraient finalement être regrettables. C'est une situation qu'on doit chercher à régler. Il faut garder son calme et la situation devrait normalement revenir à la normale dans les tout prochains jours. C'était donc le petit débat et nous allons maintenant évidemment nous intéresser à notre lu, vu et entendu. Ah, ce fameux débat de péage, ce fameux débat entendu plutôt lu à la une du quotidien Le Temps, c'est bien sûr péage Abidjan-Bassam. Les Ivoiriens en colère lancent des pétitions. Eh bien, est-ce que vous pensez que tout cela va permettre de régler la question, puisque le vendredi, le péage a été mis en service, donc il fonctionne depuis 3-4 jours maintenant. Est-ce que tout cela, pour vous, va permettre d'édulcorer ou de faire machine arrière aux différents pouvoirs publics? Moi j'ai bien apprécié. Bon, on va dire, on voit que il y a une société civile ivoirienne se mobilise
et décide de faire le travail de l'association des consommateurs. Donc on a vu certaines images certaines vidéos où le péage de Grand Bassam était en tout cas presque vide. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur le péage, sur ce péage. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Et c'est compréhensible. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas d'accord. On parle d'inflation, de cherté de la vie. Et malheureusement aussi, il y a des populations riveraines qui voudraient pouvoir accéder à leurs habitations sans avoir à dépenser, avoir une dépense de plus en fait dans leur budget. Donc c'est un ras-le-bol qui est compréhensible. Est-ce que déjà au bout d'un seul week-end, on peut déjà parler de boycott? Bon, moi je l'ai expérimenté dimanche sur le chemin d'Assini. Bon, désert à l'aller, désert au retour. Je ne sais pas si cela suffit comme indicateur, mais il faudra observer. Mais l'idée quand même de la grogne, c'est que les tarifs qui sont pratiqués ne sont pas, à mon sens, vraiment raisonnables. Ouais. Le ministre, je pense, M. Amédée Kouakou, s'est justifié ou a justifié ces tarifs par le fait que c'était une décision du président de la République. Je pense que quand on est ministre, on assume les décisions du gouvernement. Ce n'est pas le président qui fixe les prix du péage. Non, apparemment, il a dit, mais bon... Oui, non, il a dit, moi je l'ai entendu. De solliciter le président pour voilà, non, le président n'a pas... Ça m'étonnerait Alors, on va vous permettre de voir une vidéo maintenant même sur cette affaire de péage qui a été mise en service. Ancienne voie de Bassam. Vous voyez le nombre de véhicules alignés? Voilà, c'est une preuve que les Ivoiriens ont décidé de ne pas emprunter l'autoroute qui va à Bassam. Tout le monde passe par l'ancienne voie, voyez vous-même. Voilà, j'essaie de filmer ça pour vous montrer que l'autoroute n'est pas aussi utilisée qu'on pense. Le tarif imposé par le gouvernement étant exorbitant pour nous, tout le monde préfère venir à Bassam en passant par l'ancienne route. Alors, tout cela démontre que l'autoroute n'est pas la voie la plus empruntée, une chose est sûre. Bon, c'est encore en 7 mois. Est-ce que, pour vous, on a posé la question à tous, c'est le signe que, comme le disent nos confrères donc, du quotidien, les Ivoiriens sont en colère et qu'ils ont décidé de ne pas emprunter cette autoroute? Alors, est-ce que les Ivoiriens sont en colère vis-à-vis de cette situation? Oui. Est-ce que c'est un boycott? Peut-être. Mais dans tous les cas, que ce soit un boycott ou pas, on sait très bien que beaucoup d'Ivoiriens, malheureusement, ne pourront pas se payer le luxe de passer donc, par ce péage. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas l'affluence qu'on souhaiterait avoir, en tout cas pour atteindre certains objectifs financiers. Ça, c'est sûr. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu demandais au début si ça allait aboutir, en tout cas, à une forme d'entente ou de consensus. On l'espère, parce qu'une chose est sûre, quand on fixe ce genre de tarif pour un bien à utilité publique, il faudrait qu'on puisse se concerter quand même avec ceux qui sont censés l'utiliser. Parce que finalement, on est dans un contexte où on parle de vie chère, on est dans un contexte où ce sont des lieux d'habitation, c'est une voie qui sera empruntée pour pas mal d'échanges de marchandises, de trafic, etc. Donc il faudrait quand même qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec la population, parce que finalement, c'est à elle qu'est destiné ce bien. Alors très bien, et lors de l'inauguration, en tout cas du lancement du service payant, c'est le préfet de Bassam qui a reconnu que les riverains n'avaient pas été concertés, que dans les tout prochains jours, il y aurait justement des concertations pour que les uns et les autres, parce qu'évidemment, pour celui qui habite à Nani ou qui habite Modeste, il ne va pas payer 1000 francs, etc. Donc il y a un vrai débat en tout cas, ça démontre juste que toutes les concertations n'ont pas été... Et justement, j'ai vu donc un propos du ministre Amédée Kouakou qui disait que c'est un tarif étudié et c'est même l'un des plus bas de la sous-région. Déjà, que ce soit l'un des plus bas de la sous-région ou pas, est-ce que c'est adapté au contexte ivoirien? Que ce soit un tarif étudié sur la base de quoi? Parce que finalement, quand on étude ce tarif, on prend en compte donc tous les critères en plus, les populations de la population n'ont pas été consultées. Donc, quelle a été l'étude qui a été faite? Est-ce que cette étude est seulement basée sur ce qui est pratiqué dans la sous-région ou dans d'autres zones? Sinon, c'est pas spécialement pertinent. Je pense que le gouvernement va certainement écouter les populations ivoiriennes et que peut-être, certainement, ce tarif sera peut-être revu. Révisé à la baisse. Le tarif va sans doute être révisé, si on vous en croit, sur la base justement d'une utilisation de la grogne, ou de la grogne. On verra bien.
En tous les cas, le débat continue autour donc, de ce bien public. Nous allons ici marquer une pause pour nous retrouver dans quelques petites minutes avec notre invité. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk vieille de 731 jours, voyez-vous. Et nous sommes très heureux. Tu as bien fait tes calculs. Hein. Oh, ouais, nous sommes très heureux d'accueillir notre invité. L'invité du Talk, c'est maintenant. Oui, c'est vrai, c'est Toussaint Alain qui le disait, le tout premier invité donc, de l'an 3, je dirais plutôt. L'an 3, oui, l'an 3, parce qu'on rentre dans une troisième année. Et ce soir, nous sommes en compagnie de M. Kaé Éric Blorou Victor. Il est ancien ministre ivoirien du Commerce. Il est également président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Moi aussi, je suis très honoré d'être le premier invité de l'an 3 et en même temps, je profite de l'occasion pour vous adresser mes bien chaleureuses félicitations pour avoir quand même tenu cette dragée. Oui, c'était pas bien évident, Oui. mais quand vous avez donc autant de talent, autant D'artistes, d'artistes qui ont su nous amener là où on est. Monsieur Kaéric, votre parti, on ne l'a pas entendu beaucoup ces temps-ci. Oui, c'est vrai que notre parti est né et a eu un parcours atypique, Ouais. il faut le reconnaître. Le parti a été fondé en 2006. Et en 2006, nous étions en pleine crise de défense des institutions de la République. Et aussitôt après la fondation de ce parti, nous avons créé le CNRD, qui m'a fait l'honneur donc d'être le porte-parole de cette grande mouvance. Et pour ne pas jouer la carte de la cacophonie, nous avons donc mis sur le boisson nos ambitions personnelles pour nous impliquer entièrement dans le fonctionnement du CNRD, en espérant que, après les élections de 2010, nous avons donc toute la latitude de préparer 2015. Et ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Il y a eu donc un temps la crise post-électorale qui n'a pas permis donc à ce parti politique d'évoluer comme il l'entendait, dans la mesure où, en temps, 10 ans d'exil sont passés par là, exactement 213 mois. Ouais. Et depuis notre retour, nous essayons donc de reconstruire la machine. Les résultats sont, disons, honorables. Les résultats nous permettent donc d'espérer, parce que la politique doit se faire de façon très apaisée, de façon efficace, de façon méthodique. Et nous sommes sur le terrain, au contact de nos bases. Ouais. Et ce n'est pas, disons, surtout par des déclarations simplement qu'un parti politique doit pouvoir fonctionner. Il doit fonctionner en mobilisant ses bases. Et c'est cette mobilisation à laquelle nous attelons aujourd'hui. Et nous sommes très satisfaits des résultats sur le terrain. Tout ça là. Alors tout à l'heure, vous parliez de débat apaisé. Est-ce que, une question en deux, enfin 2 questions en une plutôt, vous avez participé au dialogue politique avec le gouvernement. C'est une forme de consécration finalement pour vous. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Mais disons que lors de ce dialogue politique, il y a eu plusieurs étapes quand même. Il y a eu, je dois avouer, le démarrage de nos travaux marqué par la méfiance. Et je pense que la contribution de notre parti à cette décrispation a été très nette. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tous les participants à ce dialogue politique, dans la mesure où l'exil, qui pour nous était une posture de combat ayant cessé, il fallait maintenant se rassurer les uns les autres. Et comme le disait bien sûr mon aîné Nyamke Kofi du PDCI, lorsque le Premier ministre a fait cette intervention qui l'a placé au-dessus des chapelles politiques et au-dessus des clans pour nous proposer vraiment d'aller dans le sens de la Côte d'Ivoire de demain, nous avons tous essayé de saisir cette perche-là. Et je retiens l'expression du professeur Nyamke qui disait « Nous sommes venus tester notre amour pour la Côte d'Ivoire ». Allez-y, terminez. Et je pense que ce test-là nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions, étant donné que le départ qui avait été donné, le top qui avait été donné donc par le Premier ministre au nom du gouvernement et du chef d'État,
nous ont permis de travailler dans des conditions Juste à nous rassurer avant- les uns les autres. Juste avant, Alain, ce que vous allez dire, c'est que là, aujourd'hui même, on a entendu le PDCI, à travers son porte-parole, Oui. commencer déjà à marquer des signes d'impatience par rapport à l'application des mesures du dialogue politique. chronogramme. Oui. Quelle est votre lecture, vous Je crois qu'effectivement, dans cette volonté de tester notre amour pour la Côte d'Ivoire et de nous faire confiance les uns les autres, nous n'avons pas établi de chronogramme, effectivement. On peut considérer que c'est un piège, mais on peut considérer que c'est une marque de confiance dans les institutions de la République qui ont beau clamer de dire qu'elles fonctionnaient normalement et qu'il n'était pas question d'une remise en cause de quoi que ce soit. Et nous avons tenu aussi à rassurer ces institutions pour leur dire que la visite du président de la République, l'ancien président de la République, le président Laurent Gbagbo, au président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence, était un signe de décrispation qui devait être lu comme étant notre volonté d'aller de l'avant et vraiment de ne pas regarder simplement dans le rétroviseur. Et qui plus est, lorsque des partis politiques répondent à l'invitation du gouvernement, c'est la reconnaissance implicite de ce gouvernement. Maintenant, je dois avouer que l'absence d'un chronogramme précis peut être perçue comme étant une symphonie inachevée. Très bien. Mais moi, je foi. Que Vous allez voir. Edith, ferez-vous si, jusqu'en fin d'année, donc décembre 2022, vous n'avez toujours pas de plan d'action exécuté qui faisait partie de ces conclusions, sans chronogramme? Mais pour Que ferez-vous? Pour l'instant, vous voyez que les signes que vous voyez à l'horizon ne sont pas des signes de preuve de force et d'affrontement. Parce que lorsque vous voyez, à la surprise générale, je dois avouer, toute l'opposition prendre fait de cause pour la candidature du candidat de la majorité présidentielle, ça veut dire que l'opposition joue sa partition à fond. Une partition qui devrait lui permettre d'affirmer sa maturité, d'affirmer sa volonté de porter la Côte d'Ivoire par le haut et non pas par le bas. Parce que de tous les problèmes dont nous discutons aujourd'hui, je crois qu'il y a un élément important que chacun de nous doit savoir. Si vous voyez que les pays européens, vous en avez parlé tout à l'heure, sont en mesure de défendre leur position, de défendre leurs intérêts, c'est parce qu'il y a une unité nationale qui se fait autour des intérêts de ces pays. Ouais. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que ferez-vous si, d'ici la fin de l'année, la majeure partie des conclusions de ce dialogue n'est pas appliquée? Mais c'est pour ça que j'ai répondu en vous disant que ce que nous ferons, ce ne sera pas certainement une preuve de force que nous allons engager, parce que dans la mesure où nous savons que c'est dans la discussion et dans le débat que nous pourrons y arriver. Les discussions continueront. Les discussions continueront. Et nous avons, vous savez que le PPACI a rendu visite récemment au ministre de l'Intérieur pour lui proposer le nom de son candidat à la CEI. Il y a des acquis qui sont des acquis institutionnels. Par exemple, la révision de la liste électorale tous les ans, c'est écrit dans les attributions de la CEI. Donc ce n'est pas un effet de négociation, c'est-à-dire que c'est juste rappeler les attributions de la CEI. Et ces attributions-là doivent pouvoir se faire dans le cadre de la préparation des nouvelles élections. Et nous pensons que ni le gouvernement ni l'opposition n'ont intérêt aujourd'hui, dans le contexte actuel, à un affrontement quelconque. Rayana, si vous avez une et question puisque pour... vous parliez tout à l'heure du PPACI, on sait que le PPACI a sorti une liste de plus d'une centaine en tout cas de prisonniers politiques. Une question aussi qui revenait souvent dans les débats politiques entre les différents partis. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cette liste quand on sait que le ministre Kakabe, communément appelé, a nié l'existence des prisonniers politiques? Bon, lors de ce dialogue politique, la question des prisonniers politiques a été soulevée. Et effectivement, il était proposé à ceux qui disposent de noms de les mettre sur la table. Tout comme la question des réfugiés aussi a fait l'objet de débats au cours desquels il a été souhaité la transparence la plus totale là-dessus. Si des prisonniers politiques existent, il y en a qui font l'objet, disons, d'un plaidoyer. Et vous avez vu le président Laurent Gbagbo aller au palais et dire ceci: Monsieur le Président, vous avez l'opportunité de la libération de ces prisonniers. Je pense que ce qu'il a été, il a clairement dit. Donc, il a placé la barre sous le ton du plaidoyer. À partir de ce moment-là, nous préférons continuer dans le sens du plaidoyer de façon à amener, disons, les uns et les autres à comprendre qu'aucun investisseur ne peut venir mettre ses billes dans un pays où il n'y a pas l'assurance d'un climat social apaisé. Et que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'allons aujourd'hui porter la Côte d'Ivoire par le haut et non pas par le bas. On a bien compris que, on a bien compris que votre lecture de la situation politique aujourd'hui, c'est que tout le monde va dans le sens
de l'apaisement, tout le monde regarde dans le même sens. Une fois qu'on a dit tout ça, on va s'intéresser un peu à la politique en elle-même. On ne vous a pas non plus entendu, à moins que vous nous le rappeliez, sur la question de la vie chère. À l'instant, on a parlé du péage, des infrastructures. Aujourd'hui, est-ce que l'orthodoxie du gouvernement en matière économique, on va dire, va plutôt dans le bon sens? On construit des infrastructures, mais ce sont les utilisateurs qui payent, et puis on fixe des choses. Comment vous réagissez, vous, à tout ça? Moi, en tant qu'AIRD, je pense que ces questions ne peuvent pas se régler, disons, en disant « il n'y a qu'à Faucon ». Cela remonte d'abord à la structure de nos économies. Vous voyez, dans un pays, dans la plupart des pays africains, nous avons opté pour le néolibéralisme, sans regarder l'histoire sociologique de nos pays qui sont caractérisés par la solidarité. Et je vous disais tout à l'heure que nos États fonctionnent avec des statistiques, telles que le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui sont l'ensemble des richesses produites dans le pays. Or, cet ensemble des richesses produites par le pays, ce n'est pas seulement par les nationaux, c'est aussi par les entreprises étrangères. Et la part importante des entreprises étrangères fait que le profit direct de ces productions ne va pas au panier de la ménagère. Donc, c'est fondamentalement la structure de nos économies qui est à revoir, de façon que notre travail puisse profiter à nos braves paysans. Vous voulez changer le modèle économique? Néolibéralisme, alors? Non, l'AIRD est fondamentalement opposé au néolibéralisme sauvage. Et je vous donne un exemple. Les institutions de Bretton Woods et le fonctionnement de l'Union européenne a été complètement basculé lorsque la crise du Covid s'est déclenchée. Les limites qui étaient imposées à ces pays-là par rapport à la planche à billets ont complètement explosé. Au point où, dans le livre collectif que nous avons fait et la contribution que nous avons portée, était que c'était une citation du président français qui disait que les crises qui ont été, la crise de Covid, donc, oblige aujourd'hui les États à repenser leur modèle économique. Ça veut dire qu'un pays membre du G7, c'est-à-dire donc porteur du néolibéralisme depuis 1970, veut remettre en question les choix politiques et les choix économiques qui ont été faits. Quel modèle économique devrait adopter la Côte d'Ivoire? C'est ce que j'allais on va permettre à notre invité de répondre à cette question après cette courte pause, parce que c'est très intéressant. On a parlé d'économie, parce qu'à un moment, il faut laisser un peu de la politique politicienne et parler vraiment des choses concrètes. Concerne les Ivoiriens. Vous allez nous dire vers où vous seriez prêt à nous amener si on vous confiait demain le pouvoir d'État. Donc marquons juste notre pause, très chers téléspectateurs. Nous nous retrouverons avec le président de l'AIRD qui est avec nous dans le Live Talk. C'est le plateau du Live Talk qui vous accueille en ce 27 juin, qui ouvre, quelqu'un qui l'a joliment dit, le jour numéro 1 de l'an 3 de cette chaîne, qui aura comme ça beaucoup d'anniversaires à fêter, j'en suis sûr. Et vous serez toujours des nôtres. Nous sommes ici ce soir pour discuter, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de vision de la Côte d'Ivoire avec le président de l'AIRD, Éric Caillé, qui est avec nous. Edith, vous étiez sur le point de lui demander sa grande idée de modèle économique. Oui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce bouquin que nous avons, qui est un bouquin collectif, c'est le président français qui disait qu'il faut interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. À partir de ce moment, les crises traversées par le monde aujourd'hui nous permettent de dire que le modèle le plus adapté à l'Afrique, je ne me limite même pas à la Côte d'Ivoire, c'est l'écosocialisme. C'est-à-dire un mélange de socialisme, d'écologie, pour que nous puissions faire face à toutes ces crises-là et que nous puissions développer un espace de solidarité. Vous voyez que même les régimes néolibéraux qui s'installent ici font quoi? Ils mettent en place des filets sociaux, ils mettent en place des filets de solidarité. Ça veut dire que les systèmes que nous avons importés ne sont pas suffisamment adaptés à notre environnement. Et cette éco-solidarité que nous allons proposer est un projet politique très élaboré que nous discutons, non pas seulement au niveau de l'AIRD, mais au niveau de ce qu'on appelle l'AFPA, l'Alliance des forces progressistes d'Afrique,
qui donc élabore donc ce projet avec chacun sa contribution, de façon à ce que nous puissions adresser une solution dans la durée, une solution durable pour le développement de l'Afrique. Mais finalement, est-ce qu'on ne passe pas d'une extrême à l'autre Non. en adoptant l'écosocialisme? Non, Est-ce que ça fonctionne vraiment à long terme pour l'Afrique? C'est pas du communisme en même temps. Non. rhabillé. Je pense que c'est justement le bel équilibrage entre le socialisme corrigé de ses échecs et l'écologie, dont l'Afrique est, disons, dépositaire, parce que de toutes les façons, comme vous voyez dans nos civilisations, dans nos sociétés, la protection de l'environnement a toujours été un élément primordial. Moi qui suis issu, par exemple, d'un milieu qui est le milieu ouest, vous aviez des masques donc, qui avaient la protection des forêts sacrées, des forêts classées même aussi. Et vous connaissez le cas du Mont Peko aujourd'hui à Djokwe. Donc, l'économie et la production agricole n'étaient pas une production de masse qui ne servait que le capital. Cette production doit pouvoir permettre de servir d'abord l'humain. Et c'est au service de l'humain que l'économie peut être une économie avec un développement durable. Puisqu'on parle d'économie, on parle de conquête de pouvoir, tout ça, il faut gagner les élections pour pouvoir mettre ça en pratique. Donc on va ouvrir quand même une petite séquence sur les jeux d'alliance. Vous vous situez où par rapport aux grands groupes politiques pour espérer un jour faire passer ces idées? Nous avons le Front populaire ivoirien, PPACI, le COGEP. Quelle est la position de l'AIRD face à tous ces courants ou tous ces groupes politiques? L'AIRD a appartenu à EDS, dont le référent politique a été le président Laurent Gbagbo. Oui. De retour donc de l'AE, il a souhaité, pour des raisons que vous savez très bien, disons, créer le PPACI. Il a eu l'élégance de nous proposer deux solutions, soit une alliance, soit la dissolution de nos partis pour l'accompagner. Nous avons, au niveau des institutions de l'AIRD, décidé de faire en sorte que nous puissions les accompagner dans une alliance. Et cette alliance-là, nous la souhaitons la plus ouverte possible. Parce que déjà, c'est difficile de gagner quand on est ensemble, alors ça sera encore plus difficile de gagner quand on est divisé. Oui. Et c'est pour ça que sur, par exemple, le cas du ministre, sur le cas du ministre Charles Blé Goudé, nous disons que ce dont il a le plus besoin en ce moment de notre part, c'est de notre solidarité. Et que cette solidarité-là, nous voulons donc l'afficher avec lui, en faisant en sorte que nous puissions passer des messages partout où nous pouvons les passer, de façon qu'il puisse rentrer. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer dans son pays. Donc là, vous désolidarisez de Voilà. tous ceux qui Picasse l'accusent et de autres. traîtrise, qui l'attaquent, notamment M. Damana Picasse du PPACI. Je n'ai pas à me solidariser ou à me désolidariser de qui que ce soit. J'ai une position qui est celle de l'AIRD, qui estime qu'aujourd'hui, un des nôtres est, disons, à l'extérieur du pays, et que son retour de ce pays-là va nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que c'est la même position que le PPACI a défendue lors du dialogue politique. C'est la même chose que nous avons défendu nous tous. Moi-même, il m'est arrivé de poser la question suivante. On était à l'époque en plein test des vaccins du Covid. Mais vous savez que le vaccin a été autorisé dans des conditions particulières. Absolument. Sur la base que les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients. La présence de Blé Goudé en Côte d'Ivoire est-elle un danger pour le pays? Est-ce que sa présence dans ce pays-là n'est pas plus bénéfique que de le laisser à l'étranger, donnant une impression de dilatoire? Et c'est pour ça que nous remercions tous ceux qui contribuent aujourd'hui à ce retour. Il a déjà eu son passeport. Je ne dirai pas sur un plateau de télévision toutes les démarches qui ont pu être entreprises à ce niveau-là, mais c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les portes auxquelles nous frappons et qui s'ouvrent. Mais qui s'ouvrent non pas parce que nous aimons Blé Goudé plus que quelqu'un d'autre, mais qui s'ouvrent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est important. Lorsque nous mettrons chaque fois l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de nos chapelles partisanes, alors les Ivoiriens nous feront confiance et nous porterons certainement au pouvoir. Et c'est une somme d'actions de ce type-là qui sont de nature à créer la confiance dans un leader politique. Ce n'est pas seulement la recherche de nos intérêts particuliers qui peut donc permettre de créer la confiance des populations par rapport à une ambition politique. Revenons à ce qu'on peut appeler tout ce qui concerne ce qu'on devrait solder de 2010. C'est la question sur laquelle Toussaint Alain aurait voulu revenir, concernant les prisonniers politiques, concernant les statuts de quelqu'un comme Blé Goudé en tant qu'ancien ministre, etc. Est-ce que vous pensez qu'on devrait aller plus loin? Ça avait été proposé lors du dialogue politique. Est-ce qu'on devrait aller plus loin et effacer tout ça et pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases? Tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que les Ivoiriens s'entendent et prennent un nouveau départ me paraît salutaire. Et je crois que ce que je ne cesserai jamais de répéter, c'est de dire qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez certains États européens mettre en place des politiques sociales des plus hardies, où est-ce qu'elles prennent les ressources?
C'est en Afrique qu'elles prennent les ressources. Lorsque tout à l'heure, dans votre talk, vous avez parlé disons, de nos frères, de nos enfants qui meurent dans les traversées, c'est parce qu'il fut ici le sous-développement. Donc, tout ce que nous pouvons faire de façon que nous puissions aujourd'hui être rassemblés pour parler de la Côte d'Ivoire me paraît essentiel. Tout à l'heure, vous avez parlé de la cherté de la vie. Quand on a été aux affaires, comme ça a été mon cas, Vous êtes ministre du Commerce, hein? c'est difficile de vouloir, disons, balayer du revers de la main ce que les autres font. Et quand on est dans le cadre de ce qui s'est passé en 2010, lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, il ne s'est pas attaqué au passé, il a essayé de construire l'avenir avec lui. Lorsque vous parlez, par exemple, de la situation de la cherté de la vie, j'ai été ministre du Commerce. J'ai connu aussi ce problème de la cherté de la vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est sur chaque produit qui était un produit sensible, c'est d'amener la concertation. Si vous avez la cherté de la vie, vous avez deux réflexes. Soit vous bloquez les prix, mais si vous bloquez les prix, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous provoquez? Vous proposez la contrebande. Parce que si moi j'achète un litre d'huile à 1000 francs, comme me le demande de le vendre à 800 francs, je ne vais pas le vendre à 1100 francs, je vais le vendre par ma fenêtre à 1200 francs. À l'époque, sur l'huile, j'ai appelé les acteurs qui étaient Blue One, qui étaient tous les autres acteurs, pour leur dire quelle est la structure des prix qui permet donc de baisser les prix. Et nous avons réussi à baisser les prix à ce niveau-là. Et les acteurs eux-mêmes ont dénoncé dans les filières ceux des leurs qui faisaient de la surenchère à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez nous dire que là, il y a un déficit de dialogue avec les différents acteurs? On prend l'exemple, on l'a dit, de l'autoroute. On nous dit que cette autoroute a coûté autour des 82 milliards. Il faut rentabiliser, c'est vrai, il y a une partie d'argent public, il y a un remboursement à la Chine, etc. Mais vous dites, en temps normal, quel type de concertation on aurait pu faire pour avoir un prix qui satisfasse l'ensemble des Ivoiriens? Mais déjà, cette autoroute a la particularité de laisser le choix aux usagers en utilisant l'ancienne route. Ce que nous avons toujours critiqué, nous, dans les péages, c'est que lorsque vous mettez en place un péage, il faut laisser une alternative à l'usager pour qu'il puisse utiliser une autre voie qui est peut-être moins pratique, mais qui lui permet de circuler. Donc Bassam offre cette possibilité. D'accord. Bassam ayant offert cette possibilité, elle va mettre la pression, cette possibilité va mettre la pression sur ceux qui vont fixer le péage, en se disant que si mon péage n'est pas suffisamment utilisé, il faut que je puisse aller à une discussion avec, qu'on appelle, avec les usagers, de façon que je puisse leur proposer un prix qui soit acceptable et qui soit le moins disant. Parce que finalement, le but, c'est de rentabiliser. Le but, c'est de rentabiliser la route. Mais lorsque vous avez une autoroute à péage et que vous n'avez pas d'alternative pour les usagers, ça, c'est une injustice qui est faite. Ouais. C'est comme la situation, par exemple, du siège du cacao. Nous étions producteurs de cacao. Nous sommes producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire, elle est 40%, le Ghana, elle est 60%. Et le siège du cacao était à Londres. À Londres, oui. En tant que ministre du Commerce, Incompréhensible. ce que nous avons fait, c'était de dire au président, de demander au président Laurent Gbagbo, de dire, attendez, il y a une incongruité qui se passe dans ce pays, dans cette filière-là. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent à eux seuls 60% de la production de cacao. Alors pourquoi alors la bourse serait installée à Londres? Lorsque nous avons rencontré, avec l'accord du président Laurent Gbagbo, le président Kufuor, nous avons débloqué cette situation et nous avons signé l'accord de siège avant de quitter le gouvernement en 2002. Et aujourd'hui, la bourse Café Cacao est à Abidjan. Ce qui permet donc d'améliorer, disons, la culture du cacao. Puisque les réalités, la bourse se trouve sur le terrain de production. Donc, à la limite, on peut attaquer de façon beaucoup plus efficace. Rapidement, vous avez un document que j'ai pu voir par ailleurs, très rapidement si la régie me le permet. C'est un document que je vais récupérer. En fait, vous évoquez dans ce document, donc, qui date de 2004, la construction, ou du moins, on va dire, l'électrification dans la région du Moyen Cavali. Alors, je vous dis pourquoi, je pense à pourquoi on termine là-dessus, c'est que sur la question de l'étalement du développement, là on construit une autoroute ici, ailleurs on parle d'électrification, mais vous nous dites que depuis 2004, il n'y a pas d'électrification dans ce village. Est-ce que sur beaucoup de projets comme ça, et vous allez faire très court, on nous raconte souvent des bobards? Non, le document a trait à la situation de la réconciliation. Très bien. Lorsque vous parlez de réconciliation, il ne faudrait pas que ce soit juste de la surenchère ou du grand bluff. La réconciliation devrait se reposer sur l'égalité des chances et le développement, et l'équilibre du développement. Très bien. Et ce document, je suis tombé dessus en me rendant compte que dans un village comme Genglozia, dans le Guémon, depuis 2004, un projet d'électrification de ce village est en cours. Et lorsque j'ai rencontré le ministre de la Réconciliation, je lui ai dit,
aller réhabiliter le sacré, c'est une chose que je peux peut-être partager avec vous. Mais dans un pays où les gens voyagent, si je suis de Ganglozia, que je quitte Ganglozia, et que je traverse des villages où la lumière brille, illuminée, et que je retourne chez moi pour vivre dans l'obscurité, je n'aurai pas l'impression d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Et si je n'ai pas cette impression d'appartenir à la Côte d'Ivoire, je ne peux pas m'inscrire dans la réconciliation. Très bien. Donc ce n'est pas que des projets d'ormes, c'est pour dire que l'équilibre aujourd'hui du développement sur le plan national peut être un facteur de réconciliation par rapport à ce que vous avez prévu, disons, de débattre avec moi en termes de réconciliation. Et c'est aujourd'hui la clé. La clé pour que les Ivoiriens se sentent tous appartenant à une même nation, à un même pays, et se sentent tous égaux dans tous les secteurs de la vie. Très bien. Mais en tout cas, Monsieur le Président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, on a compris donc l'ensemble de votre message, votre regard sur l'actualité politique. Mais pour terminer sur cette chose essentielle que vous venez de nous dire, c'est que bâtir la Côte d'Ivoire de façon équilibrée est un acte de réconciliation. Ce n'est pas juste de se saluer lors de quelques routes du côté de la primature. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir fait confiance, d'accepter de parler avec la Côte d'Ivoire à travers la FTV. Et Edith, l'ensemble justement de nos camarades ici, nous vous remercions. Enfin, vous êtes des privilégiés, vous ouvrez justement cet endroit. Symboliquement. Merci à toutes les équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied pour vous permettre de recevoir chez vous ces émissions-là. Nous vous donnons rendez-vous demain. Et manifestement, je vais prendre quelques kilos demain, vous verrez, ce sera Brissano. Merci à tous, portez-vous bien. Et comme l'a dit, ce ne sera pas Dieu vous garde, mais que bien sûr l'esprit de la montagne vous renforce.